Brésil et au Maroc depuis 2014. Je vais vous détailler après nos offres d'expertise. J'ai avec moi Kenza Alaoui qui est senior manager au sein du cabinet et qui travaille notamment sur la practice costing pour les directions générales, direction financière, direction industrielle, DSI également, qui m'accompagne, et Lamia Rachert qui organisait ce webinaire et qu'on remercie pour l'organisation de ce webinaire. Rapidement, Cost House, comme je disais tout à l'heure, on a un cabinet d'experts donc spécialisé en performance économique. On va rentrer tout à l'heure dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire la performance économique. Donc, on est un cabinet d'experts avec trois grands domaines, trois grandes offres. Une offre conseil, je vais revenir, une offre logicielle et une offre autour des ressources humaines, donc de la formation, du recrutement, freelance, manager de transition et de pilotage RH et happiness au travail. Donc, sur le volet conseil, donc on se dit spécialiste de la performance économique. Je vais y venir après. La première étape de la performance économique, c'est de bien connaître ses coûts. Et donc, on a un domaine d'expertise qu'on appelle l'ingénierie de coûts qui tourne autour de contrôle budgétaire, contrôle de gestion, procurement to pay, to controlling, mais surtout autour de la mise en place de modèles de costing, de modèles de comptabilité analytique. Je vous parlerai de quelques exemples tout à l'heure. Après avoir mis en place des modèles de costing, on va pouvoir benchmarker justement nos résultats, pouvoir faire des diagnostics de performance et pouvoir mener des chantiers de compétitivité, des chantiers d'optimisation des coûts. On ne fait pas du tout de cost killing dans le sens brut du cost killing. On est plutôt dans l'accompagnement de nos clients, dans la montée en maturité de leur dispositif de performance et de création de valeur. Notre vision, c'est d'être capable au fait d'optimiser nos coûts tout en créant de la valeur. Le cost killing, c'est quelque chose qui peut être très dangereux à moyen terme en fait sur la santé et la compétitivité des entreprises. Et puis, le troisième domaine d'expertise qui est très important, et cette dernière crise qu'on vit nous l'a montré, il est de plus en plus difficile au fait de pouvoir mettre en place des plans stratégiques long terme parce qu'on a de moins en moins de capacité au fait de prévoir l'avenir, de prendre des hypothèses sur plusieurs années. Et donc, au fait, aujourd'hui, notre vision, c'est d'être capable au fait de voir des outils d'aide à la décision, de prendre des décisions stratégiques sur la base de modèles de costing inversés, je vais en parler après, et donc de pouvoir répondre à des questions de type qu'est-ce qui se passe si je lance une nouvelle ligne de production? Qu'est-ce qui se passe si je lance un plan d'investissement? Qu'est-ce qui se passe? Comment ma marge va se déformer si je prends un certain nombre de décisions? Et donc, c'est un outil de simulation économique qui va nous permettre, au fait, de prendre les bonnes décisions. On travaille également sur cette partie-là, sur la gestion de portefeuille projet, sur de la balance scorecard, les indicateurs, les tableaux de bord. Et puis, on anime deux groupes de benchmark autour des systèmes d'information, autour d'un référentiel qu'on a construit avec le SIGREF, qui est le club des DSI de France, qu'on a décliné au Maroc avec l'OSIM, le club des DSI du Maroc, et un référentiel du coup des fonctions transverses, de l'ensemble des fonctions support qu'on a construit avec DFCG, le club des directeurs financiers et contrôle de gestion de France. Ce sont des référentiels qui vont nous permettre au fait de construire des modèles de costing de manière plus rapide et à la bonne granularité, et ça va nous permettre donc de ne pas construire d'usine à gaz, on va y venir tout à l'heure, et ça va nous permettre aussi de se benchmarker sur la base du même référentiel. Ça, c'est un point très important parce que la pertinence des benchmarks, des fois, au fait, ne va pas être au bon niveau parce qu'on n'a pas le même référentiel avec les entreprises avec qui nous allons nous benchmarker. Donc, nous revendiquons, au fait, ce qu'on appelle du conseil outillé, c'est qu'on est des consultants, donc on fait un peu de slides, mais on essaie de ne pas trop en faire. Notre objectif, et c'est ça aussi l'idée d'avoir des experts au sein du cabinet, le moyen d'âge au sein du cabinet est de 41 ans. L'ensemble des équipes, c'est des anciens opérationnels qui ont travaillé dans des directions financières, des directions achats, des directions informatiques, des directions industrielles, souvent, au fait, avec une double formation ingénieur et école de commerce. Donc, notre idée, au fait, c'est de sortir des résultats concrets et opérationnels pour nos clients. Et c'est pour ça qu'on se base sur ce qu'on appelle du conseil outillé. Et donc, on vient mettre face à nos offres conseils des solutions logicielles qui vont permettre à nos clients
d'aller vite, sortir des résultats concrets et de pouvoir industrialiser leur dispositif de performance sur la durée. Donc Valopsia, dont je vais rentrer dans le détail, qui est notre filiale à Paris et qui édite et commercialise un certain nombre de logiciels autour des costings, je vais y venir après. Triskel, qui est un partenaire qui commercialise des solutions de stratégie execution management et de portfolio project management, et donc de pouvoir piloter des portefeuilles projets, des plans d'investissement, des plans de transformation, des plans stratégiques. Hype, qui est un outil collaboratif de gestion de l'innovation, de l'idéation en passant par le partnering et la gestion de projets d'innovation. Tucontoko, un outil de data storytelling. On va vous parler tout à l'heure de data vis, de data visualisation de nos données. Tucontoko est un outil qui est en train de révolutionner le monde du data vis à travers notamment du collaboratif et du call to action. La Sandbox, c'est un outil dédié au DSI pour justement faire des software asset management pour pouvoir optimiser leurs factures Oracle, Microsoft, Windows Server, SQL Server. Et Woltersklauer, un outil orienté direction juridique et direction achat pour la gestion des contrats. Et sur la partie Talent House, j'en ai parlé tout à l'heure. Quelques chiffres en bas. Aujourd'hui, on est une quarantaine d'experts sur nos différentes entités. Mais s'il faut retenir un point important de ces chiffres, c'est le taux de fidélité de 80% de nos clients. Ça vous montre au fait que nos clients et le fait qu'on travaille au fait sur la durée avec nos clients qui nous font confiance. Et on le remercie. Il y en a certains qui sont présents aujourd'hui. Alors, je vais rentrer sur le fond des sujets. D'abord, qu'est-ce que la performance économique? La performance économique, pour nous, en fait, c'est l'équation qui va lier, au fait, la création de valeur pour le client. Le client est au centre du jeu, et donc c'est l'équation qui va lier la création de valeur pour le client et les coûts, qu'ils soient internes ou externes, les coûts qui doivent être mobilisés pour délivrer le produit ou le service en fait, concerné. Donc, cette équation entre la valeur et les coûts, il y a un troisième point important qu'il faut intégrer, c'est le time to market, donc le temps, et donc l'agilité à se positionner sur un marché avec la capacité à créer de la valeur durablement. Et il y a un point important, en fait, c'est que, c'est ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure en présentant nos offres, c'est que la première étape de la performance économique, c'est d'être capable de mesurer. Malheureusement, au fait, dans beaucoup de nos entreprises, au fait, le pilotage est souvent basé sur des données comptables. Les données comptables ne sont pas faites pour le pilotage, des données comptables avec des règles d'amortissement, avec des règles de dépréciation, des choses comme ça, répondent à des objectifs particuliers. C'est les objectifs de l'État, essentiellement, du contrôle, donc des commissaires aux comptes, des audits et de la fiscalité. Et donc, en fait, les données comptables, en fait, ne sont pas forcément une bonne indication, un bon outil de pilotage, d'où l'importance depuis maintenant 1929 à peu près, après la crise de 1929, où ce qu'on appelle la comptabilité de gestion a commencé à se déployer et après dans le monde entier, donc d'être capable au fait de produire des données de gestion, des données au fait analytiques qui vont nous permettre d'avoir une vision économique de ce qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est vraiment important d'être capable de mesurer au fait combien ça me coûte mes coûts, combien la marge me rapporte mon produit, mon réseau de distribution, mes villes, mes régions, mes différents axes que je cherche en fait à mesurer. Donc la deuxième étape, c'est l'amélioration, bien évidemment, c'est d'être capable en fait d'être dans des démarches de performance permanente, d'optimisation permanente. C'est pas parce que on est en crise qu'on va lancer un plan d'optimisation de coûts, mais la notion de performance, d'amélioration, d'optimisation doit être permanente au sein de l'entreprise, qu'on va venir pérenniser dans le dernier dispositif à travers des démarches de simulation économique, de plans stratégiques, de portefeuille projet, de démarches budgétaires. On va parler en fait, on va parler de l'activity-based costing, mais on peut parler aussi de l'activity-based budgeting, qui est une démarche de construction budgétaire basée sur des hypothèses business. On va parler du BBZ, budget base zéro, du rolling forecast. Et donc, l'idée, en fait, c'est de pouvoir pérenniser, en fait, les démarches de performance économique sur la durée. Pourquoi maintenant, en fait, il est important, en fait, d'engager un projet de calcul de coût complet ou un projet de costing ou un projet de comptabilité analytique? On vit dans un monde, en fait, qui est de plus en plus complexe où on est obligé de produire, entre parenthèses, des volumes importants
et qui sont de plus en plus complexes, contrairement à ce qui s'est passé en fait dans le monde industriel des débuts du XXe siècle, où on produisait en fait des petits volumes en fait pas très complexes, et puis on est passé en industrie avec la révolution industrielle à produire des volumétries importantes pas complexes. Aujourd'hui, on est dans un monde où on produit de plus en plus de produits spécifiques et complexes en fonction en fait de l'informatique embarquée dans les produits, en fonction de la maintenance, des modes de distribution, de la qualité. Et donc, en fait, aujourd'hui, nos produits sont de plus en plus spécifiques et complexes. Deuxième point très important, c'est que les coûts indirects deviennent de plus en plus importants dans la structure de coûts de l'entreprise. On va le voir après quand on va parler de costing ou de comptabilité analytique. L'enjeu est de bien ventiler les coûts indirects parce que les coûts directs, on sait les ventiler en industrie à travers au fait, des nomenclatures des gammes ou dans les services. On est capable d'affecter au fait, au moment où on reçoit la facture, au moment où on comptabilise une charge, on est capable de l'affecter sur le produit ou sur l'objet de coût qui va concerner, qu'on cherche à valoriser. Or, avec ce qu'on vit aujourd'hui, on a des charges de R&D, des charges informatiques, des charges de maintenance, de la masse salariale qui sont de plus en plus importantes dans nos entreprises, y compris dans certains domaines comme l'industrie où les matières premières sont très prépondérants, mais aujourd'hui, donc qui sont des charges directes, mais aujourd'hui, en fait, on a des charges indirectes qui deviennent de plus en plus importantes dans les entreprises. Et je ne parle même pas de secteurs d'activité comme l'IT ou comme les banques ou les assurances, où les coûts sont majoritairement indirects par nature. Troisième point, c'est que les coûts directs sont relativement optimisés. On a quand même, en fait, mis en place ces dernières années dans nos entreprises des démarches de performance opérationnelle, d'excellence opérationnelle, du lean, de théorie des contraintes, de optimisation, qui nous a permis, en fait, d'optimiser ces charges directes. Pareil, nos fonctions achats en fait, sont de plus en plus performantes. Il y a une montée de maturité de nos fonctions achats, ce qui nous permet en fait d'optimiser nos coûts directs. Et du coup, aujourd'hui, le focus dans les entreprises se fait de plus en plus sur les coûts indirects. Ça ne veut pas dire qu'un modèle de costing ne va pas permettre à optimiser en fait les coûts directs, mais on va pouvoir en fait, en fonction de notre maturité, mettre l'accent sur les coûts indirects. Et ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que justement la hausse de ces coûts indirects dans notre structure de coûts et les règles classiques de ventilation de coûts qui sont souvent basées sur quelques clés de répartition de type effectif ou chiffre d'affaires ou mètre carré ou des choses comme ça vont en fait pouvoir induire des biais dans la valorisation de nos produits par exemple ou de nos services qu'on cherche à valoriser et donc on va prendre des mauvaises décisions de gestion. On le voit souvent chez beaucoup de nos clients qui commercialisent un certain nombre de produits. Plus ils en vendent, plus on perd de l'argent parce qu'intuitivement, ils pensent que c'est des produits au fait, qui sont rentables, mais en réalité, quand on vient ventiler les coûts de manière fine et pertinente et pas à travers des grandes clés de répartition, on va pouvoir vraiment définir la performance réelle, en fait, la marge réelle de chaque produit ou plus globalement de chaque objet de coût. Dernier point, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est qu'aujourd'hui, les outils comptables, en fait, sont faits pour faire de la comptabilité. Certaines entreprises essayent un peu de les tordre à travers des modules de comptabilité analytique ou à travers de développement spécifique pour ajouter des axes analytiques, pour découper les factures et des choses comme ça. Et on se retrouve aujourd'hui avec des usines à gaz, en fait, d'une part, et d'autre part, avec la difficulté de valoriser différents axes, différents steps de réallocation, différents objets de coût. Alors, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça va nous apporter la mise en place d'une comptabilité analytique ou d'un modèle de costing plus général? Je le dis souvent et je le répète, au fait, un projet de comptabilité analytique, c'est pas un projet de contrôle de gestion ou de direction financière, c'est un projet d'entreprise qui va avoir, au fait, un impact important sur des décisions stratégiques sur l'ensemble de l'entreprise. Ça va pouvoir justement permettre, au fait, d'orienter la politique commerciale, donc le positionnement prix et pilotage de la marge. Aujourd'hui, on vit dans un monde concurrentiel où il n'est plus possible, entre parenthèses, de fixer notre prix en fonction de ce qu'on dépense, parce que la concurrence fait que les prix se forment sur le marché. Et donc, aujourd'hui, il y a un basculement au fait des réflexions marketing dans le sens où
On va pouvoir prendre le prix du marché, on va pouvoir identifier notre marge, la sanctuariser et on doit pouvoir produire à prix objectif. Ça, c'est vraiment un point important. Je vais en parler après, ce qu'on appelle le design to cost. Et donc, en fait, le fait d'avoir un bon modèle de costing ou de comptabilité analytique va me permettre de piloter en fait mon entreprise par la marge et de pouvoir prendre les bonnes décisions d'arrêt de produits, de redesign des produits, de investissement marketing et commerciaux, d'optimisation du réseau de distribution ou de réseau des agences bancaires, par exemple pour le secteur bancaire. Un impact vraiment important sur la politique commerciale. Ça a un impact sur la roadmap produit, justement pour lancer des nouveaux projets ou d'investir sur des produits existants ou de piloter en fait la roadmap produit, la tarification des nouveaux produits. Ça va avoir un impact sur notre politique d'investissement. Un bon modèle de costing va nous aider à disposer de données de gestion qui vont nous aider à arbitrer les nouveaux projets de développement, à pouvoir choisir les projets qui apportent le plus de valeur. Ça va nous permettre de prendre des bonnes décisions en termes d'engagement des nouveaux investissements et de définir notre stratégie de maintenance quand on est dans le monde industriel. Un bon modèle de costing va nous permettre en fait, de structurer notre stratégie achat, de prendre de bonnes décisions en termes d'internalisation, externalisation, make or buy sur la base du coût complet. Il y a beaucoup de décisions erronées d'externalisation ou d'internalisation qui sont prises dans nos entreprises parce qu'on ne dispose pas d'une vision complète des coûts, soit externes, soit internes. Pareil, ça va nous permettre aux directions achats de travailler sur des programmes d'économie achat, de costing fournisseur. Ça, c'est une démarche extrêmement importante. Aujourd'hui, en fait, la maturité achat fait que on va bien évidemment négocier avec nos fournisseurs, mais ce qui est important, c'est de pouvoir travailler la marge, négocier la marge d'un fournisseur, on va pouvoir être dans des économies entre 5 et 10%, alors que les 90% en fait, de la structure des cofournisseurs, qui est très importante, on parle de should costing, c'est-à-dire estimer de manière analytique les coûts des produits qu'on achète et donc de pouvoir challenger nos fournisseurs. Et donc le design to cost et l'invest to cost, de parler tout à l'heure, c'est de pouvoir produire à prix objectif ou de pouvoir construire une nouvelle usine ou faire un projet à prix objectif. Donc, un modèle de costing va permettre d'améliorer notre performance opérationnelle, donc à travers le pilotage, l'identification, le chiffrage, les benchmarks, des plans de productivité, de pouvoir piloter et suivre des projets de type excellence opérationnelle ou lean. Sur le pilotage financier, un modèle de costing va permettre de responsabiliser les entités. Donc, on va pouvoir avoir des PNL analytiques, par exemple, par BU ou par métier ou par activité. Ça va permettre, en fait, de refacturer les filiales ou faire des refacturations internes ou des sessions internes pour responsabiliser les métiers. On va pouvoir avoir une aide dans la construction budgétaire pour faire des budgets basés sur le business et non seulement de dérouler le budget de l'année dernière en rajoutant en fait de manière inflationniste en fait l'inflation ou l'augmentation des salaires. Ça va nous permettre d'avoir des indicateurs pour enrichir nos tableaux de bord. Et point très important auquel on ne fait pas très attention, c'est que quand on fait des modèles de costing, on a besoin d'affecter ou de ventiler chaque charge. Et donc, ça va nous permettre au fait de mieux fiabiliser nos référentiels comptables, de nos référentiels budgétaires. Et donc, c'est un point, un modèle de costing va nous apporter au fait de la fiabilisation de nos référentiels de gestion. Et puis, dans un certain nombre de domaines, un modèle de costing va répondre à un certain nombre de contraintes réglementaires, de valorisation des stocks en industrie, par exemple, ou des contraintes réglementaires des compagnies d'assurance, de valorisation des contrats, des valorisations des produits par année ou des choses comme ça. Maintenant qu'on a dit ça, quelle méthode utiliser au fait pour mettre en place un modèle de costing? Il y a plein de méthodes différentes. Au fait, il y a des méthodes que j'appelle des méthodes classiques de type section homogène, coût standard, imputation rationnelle. Et puis, il y a des méthodes au fait modernes comme l'activity-based costing ou le throughput accounting. On parlera rapidement. Je vous ai mis dans cette slide-là, mais vous pouvez voir, je partagerai avec vous après un article sur notre site internet qui détaille l'ensemble des méthodes pour identifier un peu les avantages, inconvénients de chacune des méthodes et les secteurs d'activité. Donc, les sections homogènes, c'est la méthode classique où on va venir en fait ventiler nos charges directement sur les produits dans l'ERP comptable souvent, et puis on va venir regrouper nos charges indirectes dans des sections ou dans des centres auxiliaires qu'on va pouvoir ventiler à travers des clés de répartition sur les produits.
Donc, c'est la méthode classique, standard, qu'on appelle aussi coût complet, qui est des avantages. En fait, c'est qu'on va pouvoir faire un découpage facile en sections. Les sections, souvent, sont les directions ou l'organisation de l'entreprise. On va pouvoir utiliser un nombre limité de clés de répartition, l'effectif, chiffre d'affaires, les mètres carrés, quelques inducteurs, quelques clés de répartition. Et il y a un point important, c'est que ça va nous permettre d'avoir un rapprochement avec les coûts et les budgets par direction, par organisation. D'accord? Ce point-là, il est important, mais il représente un des inconvénients majeurs de la méthode. C'est le dernier point des inconvénients, c'est qu'on est complètement dépendant des schémas d'organisation. Et vous le savez mieux que moi, dans nos entreprises, les organisations, il y en a tout le temps. Il y en a régulièrement, du moins. Et donc, un des gros problèmes de cette méthode, c'est qu'à chaque fois qu'on change l'organisation, il faut revoir le modèle analytique, il faut faire des proformas pour être comparable avec les années passées, et donc ça pose des problèmes en fait de continuité et de pilotage. Mais au-delà de ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le fait d'utiliser quelques clés de répartition pour ventiler des sections ou des centres auxiliaires ne va pas permettre une ventilation fine et de manière pertinente des coûts, et donc on peut avoir des erreurs très importantes et des mauvaises décisions sur la rentabilité de certains de nos produits. Et puis, il doit y avoir une complexité du subventionnement croisé ou de ventilation croisée entre objets de coût, et puis on va venir alourdir la comptabilité générale. Après, dans certains domaines d'expertise, on a discuté, on a mis en place chez un client en fait qui est dans le négoce, donc il achète des grosses machines qu'il importe de l'étranger et qu'il va vendre, et en fait, en gros, ses coûts indirects, c'est le stockage, mais ça représente ces hangars, pas grand-chose, et c'est commerciaux. Et donc, en réalité, ces coûts indirects représentent par rapport au coût des machines moins de 2% ou 3% de tête. Dans un contexte comme ça, bien évidemment, on peut en fait mettre en place un modèle de section homogène. Mais dès que les coûts indirects deviennent plus importants et les entreprises de taille plus importante, cette méthode atteint vraiment ses limites. La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle les coûts standards. On va venir calculer des coûts moyens des années précédentes actualisés sur la base d'un niveau de volume d'activité de l'entreprise considéré comme normal. Ça permet de faire des calculs très rapides de production de données. Ça permet de connaître en permanence en fait, la marge, mais uniquement la marge théorique, parce que ça reste théorique, et ça nous permet en fait une meilleure connaissance des conditions de production et d'organisation du travail. Le problème de cette méthode, c'est que comment calculer mes coûts moyens des années passées, comment définir le niveau d'activité dit normal, et comment rapprocher en fait mes coûts standards avec les coûts réels. Nous, notre vision, c'est de dire que ces coûts standards, en fait, c'est complémentaire avec une méthode de comptabilité analytique complémentaire. C'est-à-dire qu'on doit mettre en place un modèle de costing qui va nous permettre de calculer les coûts réels en fonction de l'exercice qu'on cherche à valoriser. Et cet exercice-là va nous permettre de calculer au fait, des coûts standards qui vont nous permettre de nous aider au fait, dans la valorisation des stocks de l'année prochaine, dans la facturation, dans des choses comme ça. Donc pour nous, c'est plutôt une méthode complémentaire qu'une méthode à part entière. Et je vais y venir après à l'activity-based costing, au fait, qui va nous permettre d'avoir des coûts complets plus pertinents. On va rentrer dans le détail, je vais vous expliquer pourquoi, et notamment parce que ça va nous permettre d'avoir un lien de causalité entre les postes de dépenses et les objets de coût. C'est-à-dire qu'un produit, par exemple, ou un service, il va pouvoir consommer, en fait, il va pouvoir supporter des charges indirectes en fonction de sa consommation réelle. Et ça, c'est vraiment un point très important. Le deuxième point important, c'est que quand on construit un modèle activity-based costing, on va se baser sur la comptabilité générale. On parle de la comptabilité générale. Donc, il y a un rapprochement total entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique, et va transformer ces données comptables qui sont complexes et pas faciles à exploiter, notamment par des équipes opérationnelles, des équipes métiers dans l'industrie, dans les services, en fait, dont les notions comptables ne sont pas toujours familiers. On va pouvoir valoriser des activités, en fait, qui leur parlent, la maintenance, l'exploitation, la production, la vente, et donc, en fait, on va pouvoir faire un lien entre la finance et les équipes opérationnelles. Et ça va nous permettre de piloter nos charges à différents niveaux, notre marge à différents niveaux, au niveau des ressources, des activités, des services, des produits, des clients. Je vais y venir après.
Les inconvénients de l'activity-based costing, c'est le risque de construire une usine à gaz. Il y a eu plein d'exemples par le passé d'entreprises qui ont essayé de détailler de manière très très fine, notamment leur étage activité ou process. Et donc, ça devenait très compliqué, surtout dans un contexte où les outils logiciels de costing n'étaient pas aussi puissants que ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, il faut faire très attention quand on construit un modèle de costing à choisir la bonne granularité. Pas trop macro pour qu'on puisse avoir une bonne finesse d'analyse, mais pas trop détaillé non plus parce qu'on va construire une usine à gaz, on va avoir du mal à l'actualiser et à le faire vivre. L'autre inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de données de gestion à collecter qui vont nous servir d'inducteurs techniques de ventilation de coûts. C'est un inconvénient, mais en même temps, c'est pas plus mal de disposer de données de gestion qui vont venir compléter la vision financière des équipes finance contrôle de gestion avec des données de gestion et de pouvoir mieux analyser l'évolution de leurs indicateurs. Des fois, on peut avoir des difficultés à trouver le bon inducteur pour ventiler les coûts. C'est pour ça qu'on conseille beaucoup de se rapprocher des équipes opérationnelles, d'aller au fait travailler sur le terrain avec les équipes opérationnelles pour identifier les bons inducteurs. Et en dernier ressort, on pourrait, à dire d'experts, prendre des hypothèses ou faire du prorata sur des activités qui ne pèsent pas très très lourd. Et puis, il y a quand même un effort relativement significatif en fonction de la taille des entreprises pour la mise en place de la méthode. Mais c'est plutôt une méthode qui est conseillée et préconisée, en fait, dans l'ensemble des secteurs d'activité et notamment dans les entreprises où la structure des coûts indirects elle est importante. Nous, on est convaincus par la méthode Activity-Based Costing et aujourd'hui, en fait, ça devient facile parce que notamment, je vais en parler après, les outils logiciels permettent aujourd'hui de bien gérer l'ABC. Aujourd'hui, il y a des référentiels standards qui vont permettre d'avoir la bonne granularité et donc ne pas construire d'usine à gaz. Et puis, il y a beaucoup de retours d'expérience sur les 20 dernières années. En fait, c'est une démarche qui commence à être déployée dans beaucoup d'entreprises de par le monde. Donc, il y a beaucoup de retours d'expérience qui font qu'on évite les erreurs. Et donc, aujourd'hui, un projet d'activity-based costing en fonction de la taille des entreprises, ça va être entre 3 mois et 6 mois jusqu'à 1 an pour les très, très grandes entreprises. Mais c'est devenu quelque chose de, on n'a pas peur de le dire, quelque chose de relativement simple à mettre en place. Alors, c'est quoi l'activité based costing pour rentrer dans le détail? En fait, on part du principe que chaque entreprise a des clients ou des partenaires. Ces clients ou partenaires consomment des services ou des produits. Ces services ou produits consomment des activités. Ces activités vont consommer des ressources. Les ressources, ce sont nos charges. Vous voyez déjà dans les termes, en fait, on parle plus de charges de vision négative, on parle de ressources parce que c'est la masse salariale, c'est les charges de fonctionnement, c'est les dotations dans la vision PNL ou c'est les investissements dans une vision CAPEX, cash out, qui vont nous permettre de produire des activités. Des activités vont permettre de produire des services et les services vont nous permettre de satisfaire des clients. Donc, en fait, par rapport à une comptabilité analytique classique, l'activity-based costing, comme son nom le porte, induit les tâches activités que vous avez ici, qui va nous permettre deux choses. Première chose qui va nous permettre de calculer le coût complet de chacune de mes activités. Mon activité vente, mon activité achat, mon activité production, mon activité innovation, c'est mes process opérationnels. Donc, ça va me permettre d'avoir un langage commun avec mes équipes opérationnelles. Ça va me permettre de travailler sur l'excellence opérationnelle, l'efficience opérationnelle de mes process à travers des démarches lean, des démarches d'excellence opérationnelle. Et le deuxième point important, c'est que cet étage-là va me permettre de faire le lien de cause à effet entre les services, c'est-à-dire les produits. Je vais me positionner là et je vais dire mon produit là, ben, il consomme combien d'activités achat en fonction du nombre de bons de commande ou en fonction des appels d'offres ou de la taille ou du panel fournisseur. Mon produit là, il consomme combien de mon activité management? Peut-être que mon management passe plus de temps à pousser un certain nombre de produits que d'autres. Et donc, on va pouvoir, à travers ce qu'on appelle les inducteurs d'activité ici, un lien de cause à effet qui va nous permettre de valoriser de manière très fine, en fait, le coût réel d'un service par rapport à ce qu'il consomme réellement. Donc ça, c'est vraiment un point important d'avoir une piste d'audit, un lien de causalité, une traçabilité. C'est important pour, d'une part, convaincre en fait, les métiers qui s'approprient l'outil. Parce que quand vous mettez en place un modèle analytique, j'imagine que vous connaissez mieux, vous vivez ça aussi, la première réaction des métiers et tout, c'est de dire c'est faux, on n'est pas d'accord sur cette clé, on n'est pas d'accord.
L'activity-based costing va permettre en fait de leur démontrer de manière très simple, et on va le voir dans l'outillage à travers des fonctions de drill down, de pouvoir dire bah, votre produit ou votre BU ou votre service coûte tant, et voilà pourquoi, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, vous consommez ça, vous consommez ça. Donc, ce lien de causalité est un point extrêmement important. Quelques notions de base. En fait, on parle de ressources. Les ressources, ce sont nos postes de charge dans l'entreprise qui permettent le fonctionnement. Ce qui est intéressant avec l'activity-based costing, c'est qu'on peut disposer de plusieurs vues financières. Une vision PNL, donc calée sur la comptabilité, donc avec ma masse salariale, mes charges de fonctionnement, mes dotations. Une vision, en fait, cash out, où j'enlève mes dotations, mais je rajoute tous mes investissements. Une vision OPEX, qui est juste ma masse salariale, mes charges de fonctionnement. Une vision CAPEX, uniquement avec mes investissements. Donc, je peux disposer de plusieurs vues financières. Les activités, en fait, c'est une opération élémentaire liée à mon métier de l'entreprise. Donc, en fait, c'est mes process, c'est ma cartographie des process. Exemple, découpe de pièces métalliques, usinage, tournage, test, contrôle, vendre, acheter, manager, faire la comptabilité, faire la finance. C'est ça mes activités que je vais chercher à valoriser. Et c'est le lien avec le point suivant, le process. Une prestation ou un produit, ce sont en fait mes produits, c'est dans mon catalogue de prestations, mon catalogue de produits qui va être vendu par l'entreprise. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans un modèle activity-based costing, on parle de ces 4 étages, mais on peut avoir autant d'étages qu'on veut. Et on va trouver le cas quand on parle d'offres clients, parce que des fois, je peux produire un certain nombre de produits, mais je vends des packages, par exemple, ou je vends en fait des offres groupées. Et donc, je vais pouvoir rajouter des étages pour dire ben, mes produits élémentaires ou mes prestations sont ça, mais j'ai un étage offre client qui va être en fait un regroupement quand dans une banque, je vends un forfait, un abonnement en fait ou un forfait, ben, dedans, il y a une carte bleue, il y a des virements, il y a la tenue de compte, il y a un certain nombre de produits élémentaires. Donc ça, c'est vraiment important. Derrière, en fait, on va pouvoir, on parle plus de clé de répartition dans l'activity budgeting, on va parler d'inducteur de ressources, qui est plus rare, qui va nous permettre, en fait, de ventiler nos ressources vers des activités. Souvent, sur la partie charge externe, c'est des factures, ils sont relativement directs, mais quand c'est indirect, ça veut dire que ça va concerner 2 activités. Je vais pouvoir mettre un inducteur d'activité qui va me permettre d'éclater cette facture entre les 2. Et on utilise beaucoup l'inducteur de ressources pour ventiler la masse salariale, par exemple, pour pouvoir ventiler la masse salariale sur des activités, parce qu'on sort du biais organisationnel. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une personne qui est dans une telle direction, mais qui travaille sur plusieurs process différents. Et donc, je vais venir intégrer cet inducteur de ressources pour ventiler ma masse salariale. L'inducteur d'activité, c'est des éléments techniques qui vont nous permettre, en fait, de ventiler mes activités sur mes produits. Et mes inducteurs de coûts, c'est ce qui mes inducteurs de coûts, c'est ce qui va me permettre, en fait, aux unités d'œuvre de passer d'une prestation à un service. Point très important, c'est qu'on parle de ces 4 étages. Au plus, on peut en avoir autant qu'on veut pour calculer des objets de coût. Mais l'ABC va nous permettre aussi d'intégrer d'autres axes analytiques ou attributs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir porter ces axes analytiques ou attributs à tous les étages. Aux étages ressources, activités, services, avec les différents steps 0, 1, 2, métier ou client. Et donc, je vais pouvoir dire, par exemple, bah, cette ressource, j'ai une charge fixe ou variable, par exemple. Et quand je vais calculer mon coût de produit ici et que je me pose des questions sur sa marge, et je cherche à l'optimiser, ben, je vais dire quelle est la quote-part des charges fixes ou des charges variables dans ce produit-là. Parce que je vais me concentrer d'abord sur ces charges variables qui sont plus faciles à optimiser que mes charges fixes. Donc, en fait, tous les attributs ou axes analytiques que je pourrais définir sur les différents étages vont être portés dans tous les étages à la suite pour que je puisse faire des analyses plus poussées, pour que je puisse identifier des axes d'optimisation et avoir des outils d'aide à la décision. Alors, maintenant qu'on a détaillé la démarche, comment construire un modèle d'activité-based costing? Ce que vous voyez ici, c'est que dans la démarche, c'est qu'on va partir de nos ressources, on va valoriser nos activités, on va valoriser nos services et on va valoriser nos clients. Dans la mise en place du projet, on part dans l'inverse, c'est-à-dire qu'on va commencer par identifier en fait notre référentiel client et des offres clients. On va commencer de définir notre référentiel des produits et services.
on va définir notre référentiel des activités opérationnelles. Quand je dis définir, on part de l'existant, bien évidemment. On va travailler avec les équipes opérationnelles, on part de l'existant. On va pouvoir les challenger, les fiabiliser, les rationaliser. Et puis, quand on aura défini tous nos référentiels, on va s'attaquer avec les équipes contrôle de gestion et comptable sur l'analyse des charges, la définition de leurs règles d'affectation, de l'affectation directe, indirecte, prorata, jour-homme, voilà. Et après, on va travailler avec les équipes opérationnelles pour définir avec eux leurs inducteurs techniques. Donc, c'est vraiment des éléments technico-économiques, opérationnels, qui vont nous permettre d'avoir une bonne fiabilité dans nos modèles. Et puis, on va valoriser ces inducteurs, on va valoriser les activités, on va valoriser les produits et offres, et on va pouvoir, un point très important qu'il ne faut jamais négliger, il faut passer beaucoup de temps à analyser les résultats, à les partager avec les équipes opérationnelles. Dans une première version, on va avoir des erreurs, bien évidemment, mais les équipes opérationnelles, le fait de valider, on va identifier ces anomalies, on va les corriger, et donc il faut vraiment prendre ce temps de partager les résultats avec les équipes, de les fiabiliser, de les valoriser. Ça permet d'avoir des résultats fiables, mais ça permet aussi aux équipes opérationnelles de s'approprier la méthode et d'en faire un outil, au fait, de travail pour eux. Alors, quelles sont les bonnes pratiques pour la mise en place d'un modèle de costing? Un modèle de costing doit être simple. C'est vraiment important. On a eu des cas, au fait, où des clients qui voulaient vraiment complexifier les choses parce qu'ils veulent rentrer dans le détail d'un certain nombre de choses qui ne justifient pas. Et comme je disais tout à l'heure, on va construire une usine à gaz qui ne va pas forcément répondre aux besoins et qui va être très, très lourde à maintenir et à faire évoluer. Donc, ça doit être simple pour pouvoir être souple, lisible et intégré progressivement avec les nouveaux périmètres. Pour ça, il y a un travail vraiment important de distinction claire entre les différents référentiels, les activités et les services. Beaucoup de nos clients se trompent. En fait, ils mélangent en fait une activité, un service ou un produit, surtout dans les services. Dans l'industrie, c'est plus simple, mais c'est vraiment, il faut être très clair sur cette partie-là. Il faut rationaliser les modèles d'activité existants. On va partir de la cartographie des process. On peut avoir un niveau de finesse très important. Il faut se poser systématiquement la question, est-ce que c'est pertinent de le garder ce niveau? Est-ce qu'il y a une clé ou un inducteur qui va permettre de le ventiler? Si on n'a pas de réponse à ces deux questions, on l'agrège au niveau supérieur. Donc, il faut vraiment rationaliser les modèles d'activité. Il faut sortir des modes organisationnels. Un process peut traverser plusieurs directions. On cherche à valoriser des process et des activités. Après, c'est intéressant de disposer du coût complet selon l'organisation, par direction par exemple. Ça, on peut avoir un axe analytique ou un attribut qui va nous permettre, en plus des coûts complets des activités, de disposer du coût complet par direction. Mais il faut découpler les deux. Et puis éviter les réallocations entre activités, ce qu'on appelle les prestations croisées notamment. Quand on a vraiment besoin, et on se pose beaucoup de questions chez beaucoup de nos clients, on les a challengés sur ce point-là et on se rend compte qu'on va commencer à déviser des centimes ou des centimes, c'est pas vraiment justifié. Les outils aujourd'hui le permettent de faire des prestations croisées, mais il faut vraiment se poser la question à chaque fois, quel est l'intérêt? Est-ce que c'est utile? Parce que c'est relativement compliqué à mettre en œuvre, même si les outils aujourd'hui le permettent. Et puis de simplifier les étapes de réallocation, le cas échéant, à chaque fois que c'est possible. On peut avoir des fois des modèles de costing avec 5, 6, 7 étapes de réallocation. À chaque fois que vous faites une étape de réallocation, vous allez rajouter de la data, des données, et vous allez alourdir les modèles et donc mettre un peu plus de temps au fait de calcul et générer beaucoup de données à traiter. Donc, il faut vraiment à chaque fois se poser la question, est-ce que c'est pertinent d'avoir cet étage-là? À quoi il va me servir? Est-ce que c'est pertinent? Le deuxième point, j'en ai déjà parlé, donc je vais aller vite, c'était d'avoir des axes analyse pour permettre un meilleur pilotage économique, pour se benchmarker, pour produire un reporting adapté aux différentes populations. J'aurai besoin après d'un reporting pour la direction générale, je vais avoir un besoin pour la finance par exemple, un besoin pour les équipes opérationnelles, un besoin pour mes partenaires ou mes clients. Donc il est vraiment important en fait de se baser sur des référentiels standards. Aujourd'hui, il y a des référentiels sur les fonctions support, j'en ai parlé tout à l'heure des FCG, sur l'informatique, SIGREF, sur la relation client AFRC, sur le marketing et la communication, l'UDA. Donc il y a des référentiels standards. Nous, on a pas mal de référentiels en industrie et en banque notamment. Donc, il faut se baser sur des référentiels standards pour, au fait, avoir un modèle pertinent. Il faut définir des axes d'analyse,
Définir des services intermédiaires à piloter, ça peut être intéressant, et structurer le reporting selon les différents publics. Et puis le dernier point, c'est qu'un modèle de costing doit être outillé. On va le voir après. Excel, on peut commencer par Excel, beaucoup d'entreprises commencent par Excel, mais ça atteint très très vite ses limites. Ça ne permet pas de faire des choses sympas et poussées. Donc un modèle doit être outillé, mais au-delà de l'outillage, parce qu'aujourd'hui les outils de costing sont matures, il en existe beaucoup, sont matures, ce qui est très important, c'est d'industrialiser l'alimentation des données en amont. Aujourd'hui, on peut voir dans certaines entreprises que les équipes contrôle de gestion passent un temps fou à aller chercher les données, les structurer, tout ça pour les injecter dans la comptabilité analytique. Et donc, on insiste beaucoup, nous, sur la mise en place d'un target operating model, d'une feuille de route d'industrialisation pour industrialiser l'alimentation des données en amont pour que les équipes finance, contrôle de gestion passent plus de temps à analyser les résultats que d'aller, au fait, structurer les données et les injecter. Et puis, il doit être adopté par les équipes. C'est pour ça qu'il faut associer toutes les équipes en amont, partager avec eux un gros travail de conduite de changement. C'est vraiment important pour que dans une entreprise, les équipes s'approprient le modèle et ses résultats. Après, on va devoir, c'est beau de construire un modèle de costing, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Ce qui est intéressant, c'est que un modèle de costing ABC va nous permettre de se poser plein de questions. Donc, sur les niveaux ressources, est-ce que j'achète au bon prix? Est-ce que mes investissements sont au bon niveau? Est-ce que mon capital humain, il est payé au bon prix? Au niveau des activités, je vais pouvoir poser des questions d'efficacité. Est-ce que ce que je fais est efficace? Est-ce que ma organisation et mes process sont performants? Est-ce que mes process sont fit? Et donc, je vais pouvoir en fait travailler mon excellence opérationnelle. Au niveau de mes produits et services, je vais pouvoir me benchmarker avec la concurrence, me benchmarker sur les années. Je vais pouvoir faire du design to cost, de l'analyse de la valeur avec mes clients, avec mes métiers. Je vais pouvoir m'aligner sur mes objectifs stratégiques. Donc, c'est vraiment un outil de performance plus qu'un outil de comptabilité analytique. Un outil de costing, c'est un outil de performance sur l'ensemble des étages de l'entreprise. On va parler d'outillage après. Au fait, un modèle de costing va venir se positionner au fait, en aval de nos données financières, sources, donc va être le ERP comptable. En gros, basiquement, on va injecter le grand livre, mais on peut injecter aussi des données RH pour la masse salariale, de notre SIRH, de notre outil achat si on veut avoir un niveau de détail plus important qui n'existe pas dans la comptabilité, les codes articles par exemple ou des choses comme ça. Donc, je vais pouvoir brancher mon outil de costing sur mes ERP. Et puis, comme je le disais, pour avoir un modèle de costing fin et pertinent, je vais devoir en fait aller chercher des données, des inducteurs qui peuvent venir de différentes sources. C'est pour ça que mes outils de costing doivent être ouverts pour permettre d'avoir des connecteurs avec plein d'autres outils, la GMAO ou des outils opérationnels. Donc, soit des connecteurs, soit des interfaces, soit la capacité d'intégrer des fichiers plats, des fichiers CSV, des fichiers Excel. En fait, un outil de costing doit être très ouvert pour pouvoir aller chercher différentes sources de données parce que c'est ça qui va permettre en fait la pertinence et la fiabilité des données. Quand j'ai branché mon outil sur ces différentes sources, je vais pouvoir modéliser mes référentiels d'activités, services. Je vais pouvoir en fait paramétrer mes clés de répartition, mes inducteurs, et en output, je vais avoir mes résultats. Et donc, je vais pouvoir disposer de mes coûts et de ma marge par ressources, par activité, par service, par client, par différents étages. Je vais pouvoir disposer de coûts unitaires. Je vais pouvoir disposer de drill down qui vont me permettre de descendre dans la structure de coûts pour comprendre la composition de mes coûts. Et donc, je vais pouvoir disposer de tableaux de bord. Justement, aujourd'hui, en fait, des outils de costing vont permettre, en fait, alimenter, en fait, Excel, mais alimenter vos outils de BI au-delà des reporting natifs. Dans l'outil, vous avez tous des outils de BI, vous avez tous des tableaux de bord, vous avez tous des choses comme ça. Et donc, en fait, vous allez pouvoir rafraîchir vos tableaux de bord de manière automatique parce que ces outils, j'en parlais, sont ouverts en amont pour pouvoir absorber des données, mais doivent être aussi ouverts en aval pour qu'on puisse se plugger à mes outils de BI, à Excel, à mes outils de tableau de bord et tout ça. Voilà, au fait, le genre de reporting qui sont natifs dans l'outil. Kenza vous en parlera tout à l'heure. Alors, en termes d'outillage, il existe aussi aujourd'hui un outil de costing doit pouvoir collecter des données financières, doit pouvoir collecter des inducteurs opérationnels et doit pouvoir faire des calculs. Donc, c'est des moteurs de calcul. Aujourd'hui, il y a plein d'outils sur le marché
Les principaux jusqu'à présent étaient SAP PCM. SAP PCM, ils ont annoncé l'arrêt au fait de la maintenance du produit à partir de fin 2021. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont SAP PCM qui sont en train de migrer. Nous, on a migré 4 ou 5 entreprises qui avaient SAP PCM dans Valopsia. Il y a SAS ABM qui est un super outil aussi. La difficulté de SAS ABM, c'est le coût et le fait qu'on est très dépendant en fait des consultants et de l'éditeur pour pouvoir venir faire des modifications dans nos activités, des choses comme ça. Oracle PCM, il y a des gens qui commencent sur Excel et on aura le plaisir de vous présenter Valopsia qui, on n'est peut-être pas forcément objectif, mais on va essayer de vous le prouver, présente un excellent rapport qualité-prix parce qu'il détient toutes les fonctionnalités des outils de costing et même plus que certains grands outils avec un effort et un budget adapté aux entreprises. Donc justement, ça me permet de rebondir sur Valopsia. Valopsia, c'est notre filiale en France, à Paris, d'édition logicielle. Pour la petite histoire, Valopsia, ça a démarré par nos associés, notamment fondateurs, qui aimaient bien coder et donc développer des petites solutions pour aller vite dans l'émission. Certains de nos clients en France ont demandé à ce qu'on leur laisse ces petites solutions. On leur a laissé gratuitement. Et puis, ils ont commencé à demander, au fait, des évolutions sur ces solutions. Donc, c'est pour ça qu'en 2011, Costa House a fait une levée de fonds. Il y a un fonds d'investissement, Victoria Partners, qui est rentré dans le capital. Et avec cette levée de fonds, on a structuré Valopsia en termes d'équipe, en termes d'infrastructure, en termes de ressources pour faire un éditeur logiciel qui commercialise, édite et maintient et commercialise aujourd'hui un certain nombre d'outils. Valopsia ABC qu'on va vous présenter. Valopsia CER qui est un outil de costing paramétrique qui va permettre notamment en industrie, mais pas que, de pouvoir, au fait, pour les équipes commerciales ou appels d'offres, de répondre à des demandes clients urgentes. On veut valoriser le prix d'un nouveau produit qui a cette taille-là, qui a ce poids-là. Et donc, à travers, en fait, des formules statistiques de mes anciens produits, je vais pouvoir coster très rapidement un nouveau produit. Technicote qui est plus bas, il fait la même chose, mais pour les composants mécaniques. Là, je vais pouvoir, en fait, calculer le coût d'un nouveau composant mécanique à la demande d'un de mes clients. Et puis, au fait, Cléopatra, c'est un outil de pilotage de projets industriels. Je veux construire une nouvelle usine, je veux construire une nouvelle ligne. On a un de nos clients EDF, par exemple, qui pilote le démantèlement des centrales nucléaires sur Cléopatra. Donc, voilà un peu un certain nombre d'outils de Valopsia. On va vous présenter Valopsia ABC et ses modules. Quelles sont les fonctionnalités de Valopsia? Valopsia est un outil de costing, de comptabilité analytique qui a de manière native l'activity-based costing. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas faire les autres méthodes. Au contraire, on a des clients qui l'utilisent en fait avec une méthode section homogène ou une méthode coût complet ou une méthode standard. Mais le point positif par rapport à un certain nombre d'outils où il faut faire du développement spécifique pour modéliser de l'ABC. J'ai fait un petit article sur LinkedIn la semaine dernière parce qu'on a eu un appel d'offres d'un client qui veut faire c'est pas un client, un prospect public, un organisme public, qui veut faire de l'ABC et qui veut le modéliser dans Sage. Donc ça risque d'être compliqué. C'est pas natif dans Sage de l'ABC et ça nécessitera des paramétrages et des développements spécifiques. Mais on peut faire tout type de comptabilité analytique dedans. En facturation interne, par exemple. Donc, je vais pouvoir aller jusqu'au niveau de la facture, un certain nombre de référentiels métiers, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on peut adapter tous les référentiels qu'on souhaite par rapport à notre cartographie et à nos processus. Un point extrêmement important, c'est que c'est intéressant d'avoir de la comptabilité analytique pour faire le point sur le passé, mais c'est beaucoup plus important de se projeter sur le futur pour prendre des bonnes décisions. Et donc, Valopsia est un outil qui va nous permettre de faire des simulations économiques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, en fait, prendre des hypothèses business et les projeter. On va pouvoir générer de manière automatique mes catalogues d'activités et de services. Donc ça, c'est un point important, c'est que toute la documentation de mon modèle est générée de manière automatique, ce qui me fait gagner du temps dans, en fait, la justification, la documentation du modèle. Je vais pouvoir ajouter, supprimer autant d'axes d'analyse que je veux, je vais pouvoir avoir autant de reporting qu'on veut, et je vais pouvoir avoir de drill down et de la piste d'audit. Je vous propose, j'ai été bavard, je vous propose de passer la main à Kenza, en fait,
qui va nous présenter au fait la démonstration de l'outil. Kenza, tu prends la main. Oui, bonjour tout le monde. Alors, ce qu'on vous propose au fait pour la petite démo, c'est un petit cas, un cas d'une entreprise cas qui roule au fait. Et on va dérouler ensemble ce petit cas. Donc, globalement, en fait, les grandes étapes, comme a expliqué, on démarre par déjà comprendre le contexte de l'entreprise, comprendre son activité, son organisation, les produits et services qu'elle offre et à ses clients. À quels clients? Ensuite, on construit le modèle, on établit les modalités de calcul et de valorisation des inducteurs d'activité, on analyse les ressources et puis on valorise les activités, les services et on analyse les résultats. Donc, un petit rappel du synoptique. Et là, dans ce cas, au fait, on part d'une société donc, qui fabrique des voitures, qui fabrique 3 types de voitures, des citadines, des compacts et des SUV. Donc, l'organisation d'entreprise, on a une direction générale, donc avec une équipe de direction, on a une usine de montage, un atelier de moteur, une fonction PMO pour la conception et les différents projets, des fonctions transverses. Donc, toute cette organisation derrière va se décliner en activités. Donc, c'est bien les tâches activités de l'ABC qu'on va retrouver justement ici. Donc la déclinaison de cette organisation nous donne une vingtaine d'activités qu'on peut derrière regrouper en macro-activités. On va les voir. Et ça, c'est un axe d'analyse justement des activités. Donc, dans la démarche, comme on a dit, donc on démarre par catégoriser au fait les produits et les services, donc comme on a dit, les 3 citadines, les activités opérationnelles. Donc, on en a identifié, cartographié une vingtaine. Ensuite, on démarre l'analyse des charges et des ressources. Les ressources sont nos charges de fonctionnement, nos achats, nos charges de personnel, les dotations aux amortissements, etc. On définit les règles d'affectation des ressources aux activités, on valorise les activités, les inducteurs et au final les produits et services et la synthèse. Donc voilà l'architecture globale du modèle. Nos ressources que voici sur la gauche, achat matériel, salaire, production immobilisée, amortissement et frais généraux, qu'on va affecter à des activités, donc que sont par exemple diriger l'entreprise, acheter, approvisionner, peindre les véhicules, assembler, ce sont la partie usine de montage, assembler les moteurs, concevoir, industrialiser. Nos 3 services en étage vert ici, donc nos citadines, nos compacts et nos SUV, donc on va les valoriser ici en step 0, ce qu'on a appelé ici la step 0. Et au final, la valorisation de nos clients consommateurs, entre guillemets, de ces services. On a défini 4 clients, ce sont des succursales de revente des véhicules. Les types de ressources, donc on est sur une valorisation de 606 millions d'euros. Donc avec la production immobilisée, au fait, ça, ce sont les coûts projets de conception initiale des véhicules, c'est de la R&D, etc. On va avoir les coûts d'amortissement par rapport aux moyens de production de nos machines, etc., pour 151 millions d'euros. Le plus gros poste étant la matière première et les composants pour 306 millions d'euros. Les frais de personnel, 41 millions d'euros. Les frais de structure, 7 millions d'euros. Une fois qu'on a conceptualisé tout ça, qu'on l'a intégré, donc on va retrouver ça dans Valopsia. Donc voici l'interface web de Valopsia. Donc Valopsia, c'est donc l'édition ABC Server repose sur une architecture Web Services. Elle dispose d'un moteur de calcul ici, d'un moteur de présentation web. Et en termes de restitution, on a un fournisseur de données OData et un fournisseur JSON qui permettent d'intégrer les résultats dans les outils BI, de data visualisation, etc. Et puis aussi, on a un fournisseur de présentation web, je vais vous montrer tout ça par la suite, et un service de fichiers pour télécharger les fichiers constitutifs du modèle. Donc,
sur la gauche, nous avons tout le volet au fait de paramétrage des données, des données du modèle. Alors, au niveau de l'accueil, on sélectionne le modèle disponible et puis on a la restitution ici, la structure du modèle telle qu'on vient de voir, en termes d'activité, de service, les clés aussi. Et on a la scorecard de la valorisation du modèle avec une certaine métrique de nombre de lignes de ressources chargées, un Pareto des activités, etc. Et même les fichiers à télécharger ici. Le paramétrage, tout d'abord, en termes d'administration, on peut ici bien sûr paramétrer les utilisateurs et les habilitations en termes de lecture, écriture et droit. Voilà. Pour revenir sur le paramétrage, on dispose ici au fait de tout un tas de paramètres pour renommer le modèle, créer plusieurs instances. On a la possibilité de créer des instances budget, forecast, réel 2019, réel 2020, etc. pour faire des comparaisons. Et donc, voilà, les plages de valorisation ici pour définir, parce qu'on peut avoir du mensuel, du trimestriel aussi, du semestriel. Les vues financières, on en a parlé aussi. Donc, si on veut avoir une vue PNL, cash out ou OPEX, tout ceci se paramètre. Et puis, des éléments de calcul. Nos attributs que sont nos axes d'analyse, c'est très important. Karim en a parlé tout à l'heure. C'est ce qui nous permet justement de donner de la valeur à nos chiffres et de la valeur ajoutée à nos chiffres et d'analyser plus en détail. Donc, typiquement ici, sur notre cas, on va avoir un regroupement des activités par macro-activité. Donc, on va avoir une lecture un peu plus macro, par typologie d'activité, par exemple. On va avoir, par exemple, sur nos ressources, l'axe d'analyse du sourcing. On peut même avoir, par exemple, sur nos achats, le fournisseur. C'est un axe d'analyse qui est très, très utilisé. On peut avoir l'axe fixe et variable qu'on utilise beaucoup, l'axe site, par exemple, et ainsi de suite. Tout ceci, ce sont nos attributs, donc nos axes d'analyse. En termes de résultats, voilà, tous les rapports qui sont ici natifs et prédéterminés. Alors, on peut choisir de les sortir ou pas. Donc, on a l'arbre de coût ici, par exemple, qui est très utilisé, justement pour justifier la piste d'audit de la ressource jusqu'au client final. On va avoir le rapport détaillé par axe d'analyse ici, donc avec ces différents paramétrages. Voilà pour les différents rapports. On a aussi le module, au fait, comme a dit Karim, c'est l'Activity-Based Budgeting, qui nous permet justement de paramétrer les différentes hypothèses, les hypothèses et règles de l'Activity-Based Budgeting. Donc, on part d'hypothèses business sur les services, sur les activités. Si une activité augmente de 20%, quel sera mon impact sur mes ressources? Et donc, je peux simuler un budget en ce sens, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le module Activity-Based Budgeting. On a aussi le module facturation qui permet d'établir des factures. Donc, pareil, ici, on va le paramétrer. C'est un vrai module de facturation avec les différents éléments. Et on paramètre un format de facture avec une TVA, etc. Je peux vous le montrer par la suite. Donc, nous pouvons ici gérer nos différents référentiels qu'on a vus, donc nos services que voici, donc nos différentes, on a les citadines, les compacts, les SUV, les succursales, que sont nos clients. On peut venir ici modifier les différents attributs et les différents éléments relatifs aux services, aux activités de la même manière. Donc ici, c'est tous nos référentiels, services, activités, axes d'analyse. Celui-là, il n'en a pas. Les règles de l'ABB, oui, tout à fait. Il n'est pas dans la démo. Donc ici, c'est toute la gestion des référentiels. De la même manière, on va retrouver ici nos sources de données externes. Donc, typiquement, on va avoir les ressources, les fichiers ressources, donc que sont les achats, les amortissements, les frais de personnel, les frais environnés. On vient ici paramétrer de manière très, très simple les données de ressources avec la source, le lien où se trouvent les différentes données, la colonne d'activité, la colonne de service. Et donc, du coup, c'est l'outil qui s'adapte aux fichiers qui sont injectés. On n'a pas besoin de créer des templates que les opérationnels ne vont pas renseigner.
C'est les opérationnels qui vont nous donner des fichiers et Valopsia va s'adapter à ces fichiers. Voilà, de la même manière pour les différentes données, données de sources externes. Une fois qu'on a modélisé tout cela, on a le petit bouton exécuter pour une génération simple ou détaillée pour avoir tous les éléments. Et là, typiquement, quand on lance le calcul, donc là, le moteur de calcul est en train de mouliner. Voilà, là, c'est un petit modèle, ça a duré 1 seconde. Donc, nous avons nos résultats, valorisation terminée. Le moteur ici déroule les différentes étapes qu'on voit ici, donc tout est coché vert avec les différentes étapes, comme je vous ai dit, qui sont appliquées. On a même aussi des logs ici pour montrer toutes les étapes de manière très détaillée de ce que fait l'outil, avec des messages d'erreur lorsqu'il y a justement une incohérence de données et qu'on peut résoudre par la suite. Les messages rouges, en général, sont bloquants. Les messages oranges ne sont pas bloquants. Voilà, ce genre de choses qui nous permettent d'avoir nos résultats. Donc, une fois qu'on a exécuté, on dispose des résultats. Alors, la première visualisation des résultats est native dans l'outil et nous disposons donc soit en version Excel, on peut effectivement sortir les différents rapports ici, on peut les ouvrir sur Excel, soit en visualisation directe ici, en rapport web. Donc, c'est les arbres de coûts. Donc là, par exemple, voilà, et c'est une visualisation dynamique. Voilà, avec la valorisation. Et on peut aller comme ça jusqu'à, voilà, ressources, activités, etc. On peut l'avoir en mode Sunburst, de la même manière. Donc, voilà, on peut après décliner. Donc ça, c'est juste pour un visuel rapide. On peut l'avoir en mode partition aussi également. Voilà, ça, c'est les différentes visualisations possibles. Donc ça, c'est la lecture par succursale, par client aussi. Voilà, ce genre de choses. Et puis, en dernier, vous avez aussi, donc, par exemple, sur Excel, ce qui est sympa, c'est que ce qu'on fait en général et ce que font les contrôleurs de gestion, c'est qu'ils ont besoin de rapports standards, en fait, qui vont établir pour des reporting pour la direction générale, la direction financière, les opérationnels. Donc, ils vont formater leur rapport. Et donc, on va venir, par exemple, ici, je récupère, comme j'ai dit, en fait, on a 2 types de connecteurs, au fait, de fournisseurs de données qui sont les OData et JSON. Donc ici, on récupère les coordonnées en fait du flux OData. Et sur Excel, on peut venir ici, dans les données, obtenir les données à partir d'autres sources d'un flux OData. Et on copie le lien. Ce qui nous permettra ici, au fait, l'avantage, c'est d'avoir, quand on actualisera les chiffres au besoin, tous nos rapports standards qu'on aura prédéfinis ici, ils seront automatiquement mis à jour. Donc, c'est un lien en fait directement avec le modèle. Donc, on le voit ici, voilà. C'est une base de données dynamique. On pourra voir ici, on va insérer donc un tableau croisé, donc qui sera dynamique. Et donc, on va avoir ici, donc par exemple, voilà, nos services. Et hop, voilà. Donc, on a notre rapport, on peut le paramétrer après. Voilà, donc on a la valorisation de nos voitures, de nos véhicules, de nos clients. Et on retrouve bien ici, donc ça ne veut rien dire. On retrouve nos 606 000 euros de charges de référence. Donc, par exemple aussi, voilà, on peut paramétrer typiquement ce genre de rapport avec les ressources, produits et clients, activités, et qui est pré-paramétré. Et lorsqu'on fait une modification sur le modèle source, il suffit juste de faire actualiser. Voilà. Et le modèle s'actualise automatiquement. Si typiquement, on change les ressources, on change une affectation, une clé de répartition, tout peut changer de manière automatique. Voilà. Donc ça, c'est les différents types de rapports qu'on peut sortir sur Excel. Et puis le dernier, c'est le Power BI de la même manière. On va venir ici injecter le flux OData.
ou même le CSV. Hein, de toute façon, les rapports BI peuvent être assez flexibles aussi. On va construire ici nos scorecards par BU, par ce qu'on veut voir, et ce sera dynamique. Donc, si on veut voir, hop, les citadines, voilà, le périmètre. Si on veut voir un peu plus en détail, on a même les coûts unitaires qui sortent automatiquement de manière native de Valopsia. Donc voilà, après c'est tous les reporting qui peuvent en découdre. Et puis l'arbre, comme on a dit tout à l'heure, ça c'est l'arbre pour justifier justement de la piste d'audit. Donc en partant de nos ressources ici, les 606 000 millions, décliné en typologie de ressources, mes achats, mes amortissements, ma production immobilisée, mes frais de personnel, mes frais environnés. Ici, c'est l'étage activité ou macro-activité. Et puis, voilà mes services et mes clients. Voilà. Merci beaucoup, Kenza. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à poser vos questions. Soit en levant la main oralement, soit sur le chat. Alors, Kenza, c'est soit on a été très clair, soit pas du tout. Est-ce qu'on a été clair? Y a-t-il des reporting dynamiques? Oui, c'est ce que Kenza a présenté tout à l'heure. Est-ce que peut-être tu peux revenir, Kenza, sur l'outil? Donc, en fait, des reporting dynamiques intégrés dans l'outil, d'une part, et d'autre part, au fait, de pouvoir, au fait, enrichir, au fait, nos outils de BI ou nos reporting. En tout cas, sur Power BI, par exemple, on a justement Alors, dynamique dans le sens de l'évolution des coûts sur plusieurs projets, oui, exactement. C'est ce que disait Kenza tout à l'heure, c'est qu'on va pouvoir venir créer des instances. Donc, on va créer le réel 2019, le budget 2020, le forecast 2020, le réalisé 2018. Et donc, on va pouvoir, en fait, générer des comparaisons entre les différentes périodes, le mensuel, le trimestriel. Donc, on intègre directement, en fait, à travers la mise en place des instances, on intègre, au fait, l'ensemble de ces périodes et pouvoir les comparer entre eux à tous les niveaux, au niveau de mes ressources, au niveau de mes activités, au niveau de mes produits et services, au niveau de mes clients ou les autres détails que je rajoute. On peut avoir ici un jeu de paramètres pour avoir plusieurs simulations, pour pouvoir comparer justement plusieurs scénarios ou périodes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Quand on a déjà un ERP paramétré avec des centres de coûts, des activités pour les gammes, comment votre démarche s'intégrerait avec ces éléments de structure analytique? C'est une très bonne question. Je vais revenir après sur la question de M. Dognon. Aujourd'hui, au fait, le fait d'avoir une première version analytique au fait, dans notre ERP comptable n'est absolument pas incompatible au fait, avec la mise en place d'un outil de costing. Ça vient au fait le compléter, notamment pour enrichir les axes analytiques, les steps de réallocation, les coûts transverses, notamment les indirects, justement, qui posent problème. Ce qu'on fait souvent chez nos clients, c'est qu'on va venir, au fait, paramétrer soit Valopsia, soit l'ERP, souvent par l'ajout d'un champ. On va venir rajouter dans l'ERP le champ activité, le champ service, et au moment où je vais, au fait, venir comptabiliser ma facture, par exemple, ou au moment de la demande d'achat même ou du bon de commande, je vais pouvoir, en fait, venir l'affecter à la bonne activité, l'affecter à la bonne ressource, à la bonne entité. Et quand je vais, en fait, plugger mes arrêtés ou mes comptables, en fait, dans l'outil de costing, toutes ces données vont se transporter. Et donc, ce qu'il me restera à faire, c'est uniquement paramétrer et ventiler les coûts indirects.
Donc, en fait, au contraire, le fait d'avoir un ERP avec possibilité de paramétrer notamment les coûts directs, c'est un élément important pour pouvoir industrialiser les résultats analytiques. Vous me dites, Monsieur RS, et ça répond à votre question. Monsieur Dognon, en fait, a posé des questions sur les inconvénients de la méthode de calcul des coûts ABC. Les inconvénients, j'ai commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. Le principal inconvénient, en fait, aujourd'hui, c'est le principal inconvénient aujourd'hui, c'est le risque de construire une usine à gaz. C'est le principal inconvénient. Mais comme je disais, aujourd'hui, il y a des référentiels standards. Il y a un retour d'expérience. Ça fait 20 ans que les entreprises mettent en place. Donc, on a appris de nos erreurs des années passées. Et puis, il y a des solutions logicielles qui permettent, en fait, très puissantes, qui traitent des volumétries de données en pilote. Par exemple, au Maroc, Valoptia est déployé chez Tijari Wafa Bank, qui est la plus grosse banque au Maroc, avec la valorisation des coûts des 1200 agences, la valorisation par ligne métier. Ce n'est pas un élément confidentiel, c'est 5 ou 6 milliards de dirhams de charges. Donc, c'est des volumétries très importantes en fait, qui tournent selon un modèle ABC dans Valoptia. Donc, en fait, si on arrive à bien en fait, choisir la bonne granularité pour ne pas construire d'usine à gaz, après, c'est que des avantages. Après, effectivement, en fait, il faut bien industrialiser aussi l'alimentation des données en amont. Dans une comptabilité analytique classique, vous allez définir 5 ou 6 ou 10 clés de répartition, l'effectif, des choses comme ça. C'est des données assez simples. Là, vous allez avoir un peu plus d'inducteurs techniques et qui viennent de différentes sources. Ça vous permet une meilleure fiabilité, finesse de votre comptabilité analytique, mais ça nécessite d'aller chercher ces données-là. Et donc, c'est un travail qu'il faut, en fait, essayer d'industrialiser au maximum en amont pour que, justement, les contrôleurs de gestion passent plus de temps, en fait, à faire de l'analyse qu'à faire de la traitement de données. Alors… Quel est le niveau de maturité nécessaire de l'entreprise pour implémenter l'ABC? L'équipe dédiée, les processus, la culture, la taille. Alors, je vais commencer par l'inverse. La taille de l'entreprise, c'est toute taille confondue. Je vous ai parlé tout à l'heure, on vient de faire un modèle ABC dans une petite filiale d'un de nos clients pour pouvoir refacturer une filiale qui travaille pour le groupe. Ils sont en fait une trentaine de personnes. On a mis en place de l'ABC dans Valoptia pour Portnet. Portnet que vous connaissez tous, c'est moins de 50 personnes chez Portnet. Donc, en fait, il n'y a pas de taille. C'est adapté à tout type d'entreprise. Alors, la culture d'entreprise, c'est un point très important. Je considère que, en fait, l'ABC est un outil technico-économique. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas un outil de contrôle de gestion ou de direction financière. C'est un outil d'entreprise. Et donc, dans la démarche, il faut associer les équipes opérationnelles. C'est eux qui vont nous donner la meilleure façon de ventiler les coûts. C'est eux qui vont, en fait, nous permettre en fait de identifier les bons inducteurs. Et cette démarche en fait collaborative va nous permettre en fait de embarquer les gens dès le départ et donc qui s'approprient en fait les résultats. C'est extrêmement important en fait que les résultats et le modèle soient appropriés par les équipes opérationnelles. Les process, en fait, on travaille souvent sur des entreprises qui ont modélisé en fait leur cartographie des process. On va partir de cartographie des process, mais il y en a certains qui n'en ont pas. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'à travers un certain nombre en fait d'outils, d'ateliers, de workshops, on va venir en fait modéliser les process avec nos clients et venir en fait alimenter le modèle de costing. L'équipe DJ, il faut un contrôleur de gestion minimum en fonction de la taille de l'entreprise. C'est soit le contrôleur de gestion, idéalement avec du backup en cas d'absence. Donc oui, certaines entreprises ont créé des équipes ou des départements comptabilité analytique ou costing en fonction de la taille. D'autres, c'est le contrôleur de gestion qui fait des contrôles budgétaires, qui fait du pilotage et qui fait l'analytique. Ça dépend de la taille de l'entreprise. Et bien évidemment, il faut une équipe, une personne au moins pour pouvoir faire tourner ça. Est-ce qu'on peut implémenter la méthode ABC dans une entreprise non équipée d'un ERP? En fait, oui, il nous faut juste la comptabilité générale, donc le grand livre, et après, on peut aller chercher les inducteurs de plein d'autres sources différentes. Alors,
est-ce que Valopsia vient après SAP? On a des clients, en fait, qui ont Valopsia et SAP. C'est-à-dire que aujourd'hui, en fait, SAP, j'imagine que vous parlez de SAP FICO, par exemple, qui va nous permettre d'avoir des données, en fait, de comptabilité générale et des données éventuellement métiers de type GMAO ou des choses comme ça. Valopsia est un moteur de calcul qui va nous permettre de venir ventiler en fait les données qui viennent des SAP, que ce soit les données comptables, que ce soit les données de gestion, pour sortir au fait des résultats. Et puis on a d'autres clients qui vont venir au fait prendre des données de SAP, valoriser notamment des coûts standards, par exemple, pour valoriser les stocks, et les injecter, réinjecter dans SAP ou dans l'autre ERP, parce que ça va servir à la comptabilité générale, à valoriser les stocks, à générer des reportings. Oui, on a la possibilité de les avoir et en entrée et en sortie, de pouvoir alimenter des ERP, notamment SAP. Alors, comment vous positionnez-vous en termes de déploiement de coûts d'accompagnement, spécialité sectorielle? Aujourd'hui, Valopsia est déployé dans à peu près 120 entreprises en France, en Suisse, Brésil et au Maroc. En industrie, on a pas mal de références industrielles, en assurance, en banque, dans les services. Donc, en fait, il n'y a pas de spécificité sectorielle. C'est vraiment déployé dans l'ensemble des entités. Par rapport à nos concurrents, aujourd'hui, en fait, le marché des solutions de costing est en pleine structuration. Comme je disais tout à l'heure, SAP PCM s'arrête. Aujourd'hui, il y a quelques nouveaux acteurs, mais qui sont assez chers et lourds, et on n'a pas de visibilité de type Anaplan ou des choses comme ça. Aujourd'hui, en fait, nous, Costhouse, on se positionne comme un outil qui est là pour répondre aux besoins de nos clients. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver 70 000 fonctionnalités qui ne servent à rien. On sait que dans les ERP ou dans les logiciels, on utilise entre 30 et 40% des fonctionnalités. Valopsia, au fait, couvre tous les besoins de costing, mais uniquement les besoins de costing. Et en termes, au fait, de rapport qualité-prix, nos clients, j'ai parlé d'Atijari tout à l'heure, mais on a de très grands clients en France, en Suisse, au Brésil, au Maroc, qui utilisent Valopsia, qui ont fait des appels d'offres, qui ont comparé avec les grandes solutions de marché et en fait qui ont fait le choix de Valopsia parce que le rapport qualité-prix a été important. Un dernier point très important, c'est que la formation à Valopsia prend quelques jours, 2 jours ou 3 jours. Vous êtes autonome et vous êtes autonome aussi dans le paramétrage. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dépendant de l'éditeur ou de l'intégrateur. Donc en termes de coût, d'évolution, c'est vraiment un point important. Vous avez la possibilité d'avoir une licence avec une maintenance ou la possibilité d'avoir une redevance. Vous avez la possibilité de l'héberger dans votre data center ou d'avoir la version cloud. Et vous n'avez pas de coût caché parce que la maintenance annuelle ou la redevance annuelle intègre l'ensemble des évolutions majeures. Il y en a un tous les 2 ans à peu près. Les évolutions mineures, il y en a un tous les trimestres avec des nouvelles évolutions à la demande de nos clients ou des améliorations. Donc voilà, au fait, le positionnement de Valopsia par rapport aux acteurs de marché. Oui, Madame Sheima, on recommande en fait la méthode de costing pour le milieu hospitalier. Je crois que Rafik est avec nous, mais Hubert n'est pas là. Je crois que ça s'est déployé dans beaucoup d'entreprises des secteurs activités, notamment en Suisse, mais partout dans le monde. Est-ce que c'est plus facile de commencer par une méthode plus simple avant de passer à l'ABC? C'est une très bonne question. Nous, on propose souvent, et on a eu plein de cas, de dire, en fait, on veut démarrer vite, pas dépenser beaucoup d'argent, et on veut, en fait, monter en maturité progressivement. Donc, en fait, on peut faire ce qu'on appelle de l'ABC Light. De l'ABC Light, c'est-à-dire que c'est un modèle qui va pouvoir évoluer progressivement vers de l'ABC, mais qui va être beaucoup plus simple au début. On va venir en fait packager en fait un projet en quelques mois, en 2 mois ou en 3 mois ou très rapidement, pouvoir en fait faire une première version light qui répond à un certain nombre de besoins. Et au fil de mes valorisations, comme je le disais, vous devenez autonome très vite sur l'outil, vous allez venir l'enrichir, rajouter des étapes de réallocation, rajouter des objets de coût à valoriser, rajouter des axes analytiques, rajouter des attributs, revoir des choses. En fait, ce qui est important quand on démarre en fait, d'une version simple, c'est qu'il faut qu'elle soit évolutive. Et donc, vous respectiez en fait les étages, ressources, activités, services. À partir de ce moment-là, vous pourriez faire quelque chose de très simple et venir l'enrichir progressivement. C'est une très bonne démarche
notamment pour les entreprises de taille moyenne. Monsieur Kamran Koussou, pourquoi devrais-je opter pour Valopsia comme outil par excellence pour la mise en place de costing? Juste la particularité de cet outil, puisque jusque-là, je ne vois pas la différence. Alors, pourquoi Valopsia? Je vais répéter un peu ce que j'ai dit. Première chose, c'est la simplicité de mise en œuvre. Donc, c'est très rapide, c'est un budget raisonnable et c'est très rapide. Deuxième chose, c'est la couverture fonctionnelle. Il y a une couverture fonctionnelle qui est extrêmement importante et qui dépasse certains des grands acteurs. Troisième chose, c'est la souplesse et l'autonomie. Vous devenez autonome dans en fait l'utilisation de votre outil, même si vous voulez faire évoluer votre modèle de costing, vous devenez autonome. Donc ça fait déjà en fait quelques avantages par rapport en fait aux autres outils de marché. Alors, d'implémentation dans le secteur hôtelier, on peut vous présenter, Monsieur Dognon, en fait, un exemple d'un groupe hôtelier en France. D'ailleurs, en fait, je ne sais pas, Kenza, si tu as le Power BI, au fait, du cas hôtelier. On a un exemple, en fait, de valorisation, au fait, du secteur hôtelier. Et notamment à travers en fait le référentiel standard, vous l'appelez USALI, c'est ça Kenza, c'est USALI, c'est ça? USALI, oui, c'est le référentiel effectivement de l'hôtellerie. Secteur hôtellerie. Ouais. Donc, Monsieur Dognon, on vous confirme, on peut se plugger à Sage 1000 et on modélise le référentiel USALI et on a un exemple qu'on pourrait vous présenter à l'occasion. Madame FN, pour une industrie pharmaceutique en plein démarrage, ou la méthode coût complet pour le costing. Madame FN, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, j'imagine que dans l'industrie pharmaceutique, vous avez beaucoup de matières premières, mais quelle est, d'une part, au fait, les questions qu'il faut se poser pour le choix de la méthode, c'est quelle est, en fait, la part des coûts indirects dans ma structure de coûts, d'une part, et d'autre part, quelle est ma marge? Je ne vais pas vous la demander maintenant, c'est des éléments confidentiels. C'est-à-dire que si vous avez une marge relativement faible avec des coûts indirects qui sont importants, le fait d'utiliser les coûts complets peut vous emmener à prendre de très mauvaises décisions et d'avoir, en fait, une fausse idée sur la rentabilité de vos produits ou de vos BU ou de vos activités. Et point important, moi je pense que même quand on a au fait des coûts indirects qui ne sont pas très importants et des marges importantes, aujourd'hui j'estime que, et je peux vous le démontrer, que le coût de mise en place d'un modèle ABC est au moins équivalent à celui des coûts complets, c'est-à-dire c'est pas plus cher et on bénéficie de beaucoup d'avantages, des avantages de simulation. Aujourd'hui, ce que je disais, c'est intéressant de faire un point sur le passé, mais c'est beaucoup plus intéressant pour la direction, pour la prise de décision, de pouvoir en fait faire des simulations sur le futur. Dire, si je lance une nouvelle activité, qu'est-ce qui se passe? Si je crée une nouvelle ligne de production, qu'est-ce qui se passe? Si je rajoute de nouveaux produits, qu'est-ce qui se passe? Un modèle coût complet ne vous permet pas de faire des simulations. Un modèle ABC, avec l'utilisation d'un outil comme Valopsia, va vous permettre, au fait, et je vous assure, nous, on a plein de clients quand la direction générale se rend compte de la puissance de l'outil. Je parlais avec un directeur contrôle-gestion d'une banque la semaine dernière, il me disait qu'il ne se passe pas une semaine sans que la direction générale lui demande de faire un scénario ou une simulation en disant qu'est-ce qui se passerait si ça. On lance un nouveau produit, qu'est-ce qui se passe? On fait ça, qu'est-ce qui se passe? Ça devient là le vrai intérêt d'un outil de costing, c'est au-delà de la comptabilité analytique et le pilotage par la marge, c'est de pouvoir avoir un vrai outil de pilotage et de prise de décision en faisant des simulations. Donc, je vous recommande vivement de mettre en place la méthode ABC, surtout si vous êtes au démarrage, parce que ça va être simple, rapide, pas cher, et vous pourriez l'enrichir au fil de votre développement. D'autres questions? Est-ce que on a répondu aux questions? Si vous avez d'autres remarques, n'hésitez pas. Merci, Sibn Kiran. Merci beaucoup. Il est 12h30. On était parti sur 1 heure, mais comme dit Sibn Kiran, le sujet est passionnant et on est des passionnés. Merci beaucoup de votre présence, de votre disponibilité, de vos questions. On est à votre disposition. N'hésitez pas à nous envoyer des mails, à nous appeler si vous avez des questions. On partagera avec vous le support de présentation.
et on est à votre disposition pour faire une présentation à vos collègues, à vos responsables, à vos... euh, Alors, la réparation navale, on a un client ou deux clients en France, justement, dans le naval, et qui utilisent Valopsia. On pourrait vous présenter chez Wadid ces retours d'expérience. Est-ce qu'on propose des formations? Oui, si ça est dit, on fait des formations ABC, que ce soit en intra-entreprise, en inter, on en a fait une en inter-entreprise en janvier. Malheureusement, avec le Covid, on n'a pas fait de formation inter-entreprise, mais on fait beaucoup de formations intra, que ce soit sur l'ABC ou sur les autres sujets. On a vos coordonnées, on vous enverra notre catalogue de formations. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, on est à votre disposition et je vous souhaite une très bonne journée, fin de journée, bon appétit. Prenez soin de vous et de vos proches en cette période compliquée. Je pense que le plus dur est derrière nous, j'espère. Et Inch'Allah, on passera cette période difficile. Merci beaucoup à vous tous et très très bonne journée. Merci, au revoir. إذا ما جاوبوش lequel